Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne LesstageIDR. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais des choix cornéliens en jeu de rôle, et il s'agit donc d'une bonne opportunité de vous parler du troll quantique, une technique de MJ qui fait débat. Pour rappel, le troll quantique, c'est lorsque le maître du jeu propose plusieurs voies, chemins ou solutions aux joueurs, mais que quelle que soit l'option choisie, le résultat sera le même. Plus concrètement, imaginez un groupe de PJ dans un donjon qui font face à une intersection et peuvent choisir quel chemin emprunter. Mais peu importe leur choix, ils rencontreront le troll. En d'autres termes, le maître du jeu donne un choix qui n'est qu'une illusion. Alors, certains considèrent qu'il s'agit d'un excellent outil parce que les joueurs, ignorant que le troll est quantique, ressentiront quoi qu'il arrive toute l'ampleur du choix, tout en ne passant pas à côté du moment intense qu'a prévu le maître du jeu. Mais d'autres vont vous dire qu'il s'agit d'une duperie, d'un dirigisme maquillé, d'une entorse au libre arbitre des joueurs. Alors, le troll quantique, vertu ou péché? Je vous l'annonce tout de suite, je l'utilise parfois et je trouve même que cette technique présente un potentiel génial. Oui, mais seulement sous certaines conditions. Et dans cette vidéo, je vais passer en revue les arguments en faveur de l'emploi de cet outil ainsi que ses écueils qui sont bien réels. Et je me baserai sur ce constat pour vous présenter sous quelle forme j'utilise le troll quantique. Et je terminerai d'ailleurs par un exemple réel d'un troll quantique un peu complexe que j'ai utilisé dans une campagne, allant jusqu'à vous détailler la logique de sa conception. Oui, j'ai conçu un troll quantique. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors d'abord, il faut se pencher sur les objectifs, les raisons qui nous poussent à réaliser des trolls quantiques en jeu de rôle. La première qui nous vient à l'esprit, c'est le fait de gagner du temps pour le maître du jeu. Forcément, si vous proposez deux voies aux joueurs, mais que vous n'avez à imaginer une seule destination, eh bien ça fait deux fois moins de travail. Je pense que c'est souvent cette raison à laquelle on pense lorsqu'on critique l'usage du troll quantique. Et pour cause, le troll quantique dans un cas comme celui-ci n'apporte pas grand-chose si ce n'est au MJ. Et les joueurs ne voient pas évidemment ce bénéfice. Maintenant, on pourrait dire que eux ne voient pas non plus qu'il y a un troll quantique et que donc tout le monde est content. J'ai tendance à penser que ce n'est pas optimal parce que même pour le maître du jeu, c'est une sorte de privation. Au final, ils se privent de la surprise de ce que les joueurs vont choisir. Parce qu'en réalité, peu importe leur choix, s'il n'a pas de conséquences. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc, je pense que le troll quantique, qui a pour seul objectif d'épargner du temps au maître du jeu, n'est pas forcément une bonne idée, effectivement. D'autant que je pense qu'un troll quantique très simple comme ça, qui ne sert pas d'autres objectifs, est facilement identifiable par les joueurs. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est assez fréquent quand même lorsqu'on commence à avoir l'habitude, et je pense que lorsqu'on le réalise, cela posera problème. Le troll quantique est cette méthode qui, lorsqu'elle est détectée, va apporter moins de plaisir par le simple fait qu'elle est détectée, car les joueurs ainsi comprendront que leurs choix n'ont pas d'impact, et comme je l'ai déjà dit, pour moi en jeu de rôle, l'élément central pour les joueurs, c'est la prise de décision. Il n'y a rien de pire que découvrir que leurs choix n'ont pas d'impact. Donc, le troll quantique réalisé dans cet objectif, souvent sera relativement négatif, en tout cas je ne le conseillerais pas. En revanche, il faut bien définir ce qui est quantique. Si vous déplacez un troll et que vous le mettez dans une pièce différente en fonction du chemin qu'ont choisi les joueurs, eh bien, seul le troll est quantique. Mais, pour faire simple, la pièce dans laquelle il se retrouvera ne l'est pas. C'est-à-dire que la pièce, l'environnement, l'endroit, le contexte dans lequel les joueurs vont rencontrer le troll sera différent en fonction de leur choix. Ce n'est pas le tout quantique. Ce qui serait le tout quantique, c'est si les joueurs ont littéralement deux routes et que les deux routes mènent finalement dans la même pièce, disons la salle d'armes, et que le troll est quoi qu'il arrive à l'intérieur de cette salle d'armes, dans un contexte absolument identique. Là, c'est le tout quantique. Mais si seul le troll est quantique, est-ce que les choix des joueurs n'ont réellement plus d'impact? Eh bien non, je pense qu'ils ont effectivement un impact parce que les conditions de la rencontre avec le troll seront très différentes, potentiellement, en fonction de la diversité que vous aurez imaginée, en fonction de l'endroit, de l'environnement dans lequel ils le rencontreront. Et cet environnement, ce contexte, aura dépendu de leur choix précédent.
Donc ce n'est pas grave au final s'il rencontre ce troll. Je vous donne un exemple comme ça, même s'il n'a pas grand sens. S'ils rencontrent le troll dans la salle d'armes, eh bien ils auront accès à des armes à deux mains, des armes lourdes, peut-être même des armures, des armes de lancer, bref, tout un tas d'outils qui vont leur permettre peut-être d'abattre plus facilement cette puissante créature. Tandis que s'ils avaient fait un choix différent, ils auraient abouti dans la salle du trône, avec certes le troll, ce même troll qui les attend, mais cette fois avec beaucoup moins d'options. Alors vous me direz, si c'est le hasard qui les a amenés ici ou là, ça peut être ennuyeux. Bon, je vous passe les détails, le MJ peut aussi proposer des indices qui peuvent influencer les choix des joueurs. Ça c'est un autre débat. Mais quoi qu'il arrive, la rencontre avec le troll sera très différente en fonction de où elle se trouve et du contexte global. Par conséquent, les choix des joueurs ont toujours un impact malgré l'existence d'un troll quantique. Maintenant, même dans ce cas-là, pourquoi faire un troll quantique? Pourquoi simplement déplacer le troll? Pourquoi ne pas le laisser dans la salle d'armes par exemple? Pourquoi ne pas mettre un autre ennemi ou un autre défi dans la salle du trône? Eh bien, parce que, de cette manière, les joueurs ne passeront pas à côté d'un élément d'intensité, en l'occurrence ici le troll dans cet exemple. Vous comprenez bien que le troll, c'est une image et que ça peut très bien correspondre à n'importe quel type d'ennemi ou même de situation, de défi, peu importe en réalité. Mais bien souvent, un maître du jeu a quelque chose en tête et si vous passez à côté, eh bien, ce sera un plaisir en moins pour les joueurs, même s'ils ne le sauront jamais en réalité. Lorsque le MJ a une bonne idée, une confrontation en tête, ou peu importe un contexte, le fait que vous l'évitiez en tant que joueur, malgré vous, eh bien, est dommage et seul le maître du jeu le sait. Et en faisant en sorte que vous rencontriez ce troll au sens large du terme, eh bien le maître du jeu vous rend service à ses joueurs d'une certaine manière en étant certain qu'ils vivent le moment intense qu'il a prévu. Ce qui ne veut pas dire, je le répète, qu'ils vont le vivre de la même manière en fonction de leur choix précédent. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est important pour un maître du jeu. Il a plus de visibilité que les joueurs. Il a une hauteur de vue que les joueurs ne peuvent pas avoir. Et donc, parfois, il sait ce qui est mieux, entre guillemets, pour les joueurs, en termes de plaisir de jeu. Donc, c'est pour ça que moi, j'assume parfaitement le fait qu'un maître du jeu fasse en sorte qu'un certain défi soit rencontré par les joueurs, mais pourquoi pas avec un contexte différent. Il y a une autre raison qui paraît judicieuse dans l'utilisation du troll quantique, c'est lorsque le maître du jeu définit des objectifs pour son scénario. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une de mes vidéos d'explication de conception de scénario ou mes making-of, notamment de la campagne Les Enfants du Fleuve, n'hésitez pas à regarder. Souvent, je conseille, pour préparer une séance ou pour préparer un scénario ou même une campagne, d'écrire des objectifs. Que veut le MJ? Qu'est-ce que ce scénario est censé apporter? Quel est vraiment, oui, son objectif, tout simplement. Je ne parle pas des objectifs des joueurs, je parle de l'objectif du scénario pour les joueurs. Faire ressentir une émotion, donner un élément important pour l'intrigue de la campagne, peut-être créer un peu d'exposition par rapport à une situation géopolitique qui aidera plus tard les joueurs ou dont ils ont besoin pour comprendre ce qui se passe dans la campagne. Vous voyez, il y a toujours un objectif lorsqu'on prépare un scénario, une séance, une campagne. Et donc, dans un cas comme celui-ci, le maître du jeu doit s'assurer que cet élément sera bien présent et capté par les joueurs, notamment dans le cas d'une exposition nécessaire, je sais pas moi, à une menace par exemple. On y reviendra tout à l'heure sans doute dans mon exemple personnel. Il n'y a rien de dirigiste pour un maître du jeu de vouloir exposer ses joueurs, par exemple, à l'action du grand méchant de sa campagne. S'il ne les expose jamais à ce méchant-là, eh bien, jamais ils ne sauront que c'est le méchant de la campagne, pour faire assez simple. Donc il doit trouver un moyen de le faire, et parfois le troll quantique est le moyen de s'assurer que cela se produit. Encore une fois, pas forcément dans des conditions identiques en fonction des choix des joueurs. Je pourrais aussi comparer le troll quantique aux indices flottants. Je vous invite à aller regarder, si ce n'est pas déjà fait, ma vidéo sur la création d'enquêtes, et je parle des indices flottants. C'est des indices que le maître du jeu déplace et qui ne sont pas forcément au même endroit. Exemple,
une carte de visite. Si le joueur fouille le corps de la victime, il va trouver la carte de visite. Mais s'il n'a pas fouillé le corps et que plus tard il fouille le bureau de la victime, il va trouver cette même carte de visite. Donc c'est un indice flottant. Le troll quantique, d'une certaine manière, est un défi flottant. On pourrait même dire que les indices flottants sont une sorte de troll quantique. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement un ennemi ou un défi, ça peut être plein d'autres choses. Et donc ce qu'on accepte pour une enquête, on devrait aussi l'accepter pour des défis, quelque chose qui ressemble plus à un troll. L'autre objectif encore du troll quantique peut être de maintenir les joueurs dans un périmètre donné, sans qu'ils s'en rendent compte, pour maintenir l'immersion. Alors vous allez me dire, encore un dirigisme, il veut maintenir les joueurs dans un périmètre donné. Je pense que le rôle du maître du jeu n'est pas toujours de donner une liberté totale aux joueurs. Quand je dis liberté totale, ce n'est pas de les priver de leur choix et de leur décision à un instant T. Je parle d'un cadre, c'est-à-dire des limites, surtout des endroits où ils peuvent aller. En général, c'est souvent géographique comme périmètre. J'ai déjà souvent utilisé cet exemple. Si vous voulez que votre scénario se passe en France et qu'un joueur décide d'aller en Angola, ça n'a aucun sens. Et souvent, il est bon de maintenir un périmètre. C'est la liberté, le libre arbitre des joueurs, mais dans un périmètre. En réalité, liberté des joueurs, tout seul, ça ne veut rien dire. La liberté, c'est toujours dans un carcan donné. Et je pense qu'il appartient au maître du jeu de moduler ce carcan, ce périmètre, au gré des besoins, au fil, soit d'un scénario, et en particulier au fil des campagnes. De séance en séance, vous n'avez pas toujours le même périmètre, et ça fait partie, à mon avis, des attributions de chef d'orchestre du maître du jeu, que de moduler ce périmètre pour le bien de la partie. Encore une fois, grâce au bénéfice qu'il a d'avoir une hauteur de vue que n'ont pas les joueurs. Je réitère une fois encore que ça ne veut pas dire qu'il doit contraindre les choix et les décisions des joueurs. Eux-mêmes, forcément, ne s'en rendront pas nécessairement compte. Et d'ailleurs, il ne faut pas qu'ils s'en rendent compte de cette utilisation d'un troll quantique parce que cela va casser leur immersion. Il peut peut-être leur dire plus tard, je ne pense pas que ça les frustrerait si, justement, leurs actions ont eu un impact. Ça m'est arrivé d'expliquer après l'utilisation d'un troll quantique à mes joueurs, ça n'a pas posé problème parce qu'ils ne se sont pas dit « Ah, nos actions, nos choix n'ont servi à rien ». Puisque, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le tout quantique, seulement le troll, pas ce qu'il y a autour. Et également, paradoxalement, un troll quantique, ou un autre élément quantique, encore une fois, troll c'est un terme générique, ici c'est une expression, peut être utilisé pour créer un jeu plus ouvert. Ah oui, je dis exactement l'inverse de ce que je viens d'expliquer, et ça peut être étonnant. Mais je vais vous donner un exemple d'un mini-troll quantique d'une certaine manière, ou plutôt d'un indice flottant, mais là on est à peu près sur la même thématique que j'ai utilisé dans un de mes one-shots. Les joueurs peuvent aller dans plusieurs pièces, ils sont libres, dans un périmètre donné, puisqu'en plus c'est un huis clos, donc il n'y a pas une infinité de lieux. Et lorsqu'ils vont dans une des pièces, ils peuvent trouver une clé qui leur permet de déverrouiller la seconde pièce. Mais s'ils décident d'aller dans ce que j'appelle la seconde pièce en premier, eh bien en fait ils vont trouver dans cette seconde pièce la clé qui permet de déverrouiller ce que j'appelais la première pièce. Ça veut dire que en fonction de la pièce qu'ils explorent en premier, eh bien c'est l'autre pièce qui sera en fait verrouillée. Et ça, d'une certaine manière, ça permet d'ouvrir le jeu, parce que si j'avais conditionné la clé à un seul lieu, ça voulait dire qu'ils ne pourraient explorer que dans un seul ordre. Parce que forcément, ils avaient besoin de visiter une pièce pour trouver la clé qui mène à l'autre. Là, en l'occurrence, la clé se déplace. Alors vous allez me dire, dans un cas comme ça, quel est l'intérêt d'avoir une clé? Les deux peuvent être déverrouillés. Eh bien, parce que ça permet aussi de faire avancer l'histoire, c'est une sorte d'indice qui les mène, qui leur rappelle l'existence d'une autre pièce. On ne parle pas de quelque chose de majeur ici, c'est un mini-troll quantique comme je le disais, mais je pense que c'est un bon exemple qui montre que dans certains cas, le troll quantique, au lieu de contraindre, fait l'inverse et permet d'ouvrir le jeu. Maintenant que
j'ai abordé les différentes raisons de l'utilisation d'un troll quantique et que j'ai pondéré les écueils qui peuvent vraiment exister dans son utilisation en montrant les avantages qu'il peut avoir et même le fait qu'il n'est pas forcément une entrave à la liberté et à l'impact des décisions des joueurs, je vais essayer de vous illustrer tout ça par un exemple pratique, à savoir un scénario ou plutôt une séance que j'ai préparée dans le cadre d'une ancienne campagne qui s'appelle Les Enfants du Fleuve. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter en actual play sur la chaîne Pilule Rouge, la suivante étant ma campagne Au nom des pères, diffusée en ce moment sur ma chaîne secondaire Les Stats, Contes et Légendes. Et donc ce scénario a été réalisé et préparé dans un contexte particulier que je vais vous décrire, et j'ai fait usage d'un troll quantique. Mais avant de vous expliquer comment j'ai utilisé le troll quantique, il faut que je vous explique le contexte et les raisons qui m'ont poussé à l'utiliser et les avantages que j'y ai trouvés, ainsi que les contraintes auxquelles j'ai été confronté et que le troll quantique devait justement pallier. Comme je vous le dis, j'ai pour usage parfois, pas toujours, mais pour une séance, pour préparer une séance, un scénario, une campagne, de noter quelques objectifs pour cette séance. Qu'est-ce que cette séance est censée apporter ? Il se trouve que là, une nouvelle joueuse allait intégrer la campagne, et donc on était à peu près à un tiers de la campagne, elle allait arriver en plein milieu de la campagne, et donc elle n'avait pas toutes les informations. C'est une campagne riche en infos, et je voulais que pour sa première séance, elle ne soit pas dépassée, et qu'elle puisse vraiment prendre des décisions, qu'elle ne soit pas désavantagée par rapport aux autres joueurs. Donc je me suis dit, il faut que je prépare un scénario axé action. En plus de cela, la campagne avait été très urbaine pendant de nombreuses sessions pour les joueurs qui étaient là depuis le début. Et donc je me suis dit qu'un peu plus de ruralité leur permettrait de respirer, de voir autre chose. Ils avaient été impliqués un peu dans des intrigues locales entre factions. Je voulais qu'on change un peu de ton. De plus, j'ai pensé qu'il était temps que la campagne s'assombrisse. Et s'assombrisse au sens fantastique du terme, qu'on arrive dans quelque chose de vraiment sombre. Je ne dis pas qu'elle n'avait pas été sombre jusque-là, mais je voulais vraiment amener quelque chose d'horrifique dans la campagne. C'était le bon moment d'amorcer ce tournant. Et puis, le quatrième objectif, et sans doute le plus important pour cet exemple, je voulais exposer pour la première fois les personnages à l'engeance. Pour la première fois, en tout cas dans le cadre de cette campagne-là. L'engeance, dans mon univers, c'est une forme de vie parasitique, c'est ce que j'appelle mon mal absolu, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il est complètement manichéen, contrairement au style de campagne que j'affectionne. Là, c'est un élément de mon univers qui est vraiment manichéen, c'est vraiment le mal absolu, mais même sans intention de faire le mal, c'est quelque chose, c'est une forme de vie très parasitique et absolument agressive. Bref, et c'était important que les joueurs soient exposés à ce moment-là, à ce mal, parce que j'avais besoin qu'ils en aient connaissance lorsqu'ils allaient se diriger vers un certain village lointain. Il se trouve que, à ce moment de la campagne, les joueurs avaient pris la décision, je vous passe les raisons, de se rendre dans un bourg qui s'appelle Contrebois, qui était très loin, donc ils avaient commencé finalement un voyage. Et là-bas, je voulais que l'engeance soit un sujet. Et donc, s'ils avaient pu être confrontés à l'engeance sur le chemin, ils auraient pu avoir des informations à donner à ce bourg qui intéressent les autorités de ce bourg, ce qui les aurait aidés et donné une crédibilité pour ce qu'ils cherchaient à y faire. Donc je voulais leur donner des munitions, c'était important qu'ils soient exposés à l'engeance, qu'ils en aient un minimum connaissance. Je vais même aller un peu plus loin dans le détail. Il se trouve que dans ce bourg-là, il y a des patrouilleurs, des gens importants là-bas, et l'une des patrouilles a disparu. Ça, bien sûr, les joueurs ne le savent pas du tout puisqu'ils ne sont pas encore arrivés dans ce bourg. Et une des patrouilles a disparu, et en réalité, elle a été prise par l'engeance dans le cadre de la séance qui va avoir lieu pour les joueurs. Ma contrainte, c'était que les joueurs voyageaient. Ils se dirigent vers Contrebois, le bourg, leur destination, qui est loin. Et donc, pour les exposer à ça, il fallait que, d'une certaine manière, le scénario leur tombe dessus. C'était pas un choix, ils savaient pas que ça allait arriver. C'est un peu une séance surprise, d'une certaine manière, qui va interrompre leur voyage. Et donc, ma contrainte était qu'ils devaient rester dans cette zone pour vivre l'histoire et pouvoir faire des choix dans le cadre de cette histoire. Mais le problème, c'est qu'ils pouvaient tout à fait décider de passer outre et de poursuivre leur route jusqu'à Contrebois, et donc ils auraient évité non seulement tout ce que j'avais préparé, mais ils auraient évité tout ce à quoi je voulais les exposer,
tous les éléments qui auraient pu les aider plus tard. Bref, ça n'aurait bénéficié à personne. Et donc, j'ai décidé de faire usage du troll quantique. Je ne vais pas encore vous dire tout de suite comment et pourquoi. Donc, les prémices du scénario, c'est qu'ils sont dans un chariot, escortés par les hommes d'un marchand. Ils sont accompagnés d'ailleurs par ce même marchand qui est un peu leur gage de crédibilité lorsqu'ils iront au bourg. Donc ce marchand est important pour eux. Et d'ailleurs, il possède une missive signée qui accroît encore cette crédibilité. Vous allez voir, c'est important. Et puis, la nuit, alors qu'ils passent aux lisières d'une forêt, ils entendent des cris affreux. Le chariot est retourné, il y a une scène d'action, ils font des roulés-boulés dans le chariot, il y a un PJ qui est même blessé, c'est très sympa. Et lorsqu'ils sortent du chariot, ils constatent qu'il y a eu un massacre. Toute l'escorte a été complètement déchiquetée. Et le problème, c'est que le marchand a été emmené par les créatures qu'ils ont simplement entendues. Il n'est plus là. Il a été emporté. Et donc, l'enjeu, c'est cherchent-ils à récupérer leur atout, le marchand, la missive, ou poursuivent-ils leur route comme ils le peuvent? Et donc, il y a un risque d'évitement de la zone du scénario. Voilà pour le contexte global. Donc, pour préparer ce scénario, j'ai décidé de créer une zone avec donc des lieux d'intérêt. J'ai simplement créé des lieux. Et j'ai commencé par en créer 3. Le lieu de l'attaque. Le lieu de l'attaque, donc, c'est là où le chariot est retourné. Et c'est là qu'ils peuvent découvrir des traces qui montrent que des créatures très grandes, enfin je vous passe les détails, sont allées vers la forêt. Ça leur indique que potentiellement, le marchand a été enlevé par ces créatures, au même titre que d'autres membres de l'escorte, et a été emmené vers la forêt. Ça leur donne cet indice-là. Le deuxième lieu que j'ai créé, entre guillemets, c'est la forêt. Parce que s'ils se rendent dans la forêt, ils seront traqués par les créatures et devront se cacher, jouer de ruse. Ça sera un moment de tension, de poursuite, d'horreur même, et c'est l'occasion qu'ils soient confrontés à ces créatures de l'engeance. Le troisième lieu que j'ai créé, c'est la ruche. Au cœur de la forêt, s'ils progressent jusqu'au bout et réussissent à éviter les créatures, ils vont découvrir ce que j'appelle une ruche, donc un cœur de l'engeance, et ils pourront y récupérer le marchand ou au moins la missive, et peut-être même découvrir des patrouilleurs qui proviennent du bourg Contrebois, qui est leur destination. Voilà les possibilités à ce moment-là. Mais comment faire s'ils décident de partir et d'abandonner le marchand parce qu'ils ont trop peur? Et spoiler, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc heureusement que je l'ai potentiellement anticipé. J'ai donc décidé de créer une histoire de fond, parce que là c'est un peu un événement dû au hasard. J'ai créé une histoire de fond, parallèle mais liée quand même à ce qui s'est passé, qui les maintiendrait dans le cadre, dans le périmètre, tout en étant donc connecté à l'intrigue, ce qui a permis de créer du jeu supplémentaire. Vous allez comprendre, et c'est là que le troll quantique va intervenir, vous allez voir. Je mets un peu de temps pour y arriver, mais c'est un troll quantique justement un petit peu complexe. J'ai créé 2 lieux supplémentaires, seulement 2. J'ai d'abord créé un village habité. Les habitants sont là, mais en réalité, ces habitants piègent les voyageurs en prétextant qu'il y a des disparitions dans le village, disparitions par exemple des enfants qui sont allés jouer dans le village abandonné d'à côté, à quelques peut-être 2 km de là. Et en réalité, quand ces villageois piègent les voyageurs et les emmènent dans le village abandonné d'à côté, les créatures des bois vont dans ce village abandonné récupérer les voyageurs piégés et ils les emmènent dans la forêt et plus précisément dans la ruche. Et c'est ce qui est arrivé aux patrouilleurs de Contrebois. Ils ont été piégés par les gens de ce village, ont été envoyés dans le village abandonné et ont été récupérés par les créatures. Voilà l'histoire de fond. Et donc j'ai créé un dernier lieu qui est bien évidemment le village abandonné. C'est là où les voyageurs en général sont piégés, attachés, abandonnés, et là où les créatures viennent les chercher. Donc on a 5 lieux. Le lieu de l'attaque, la forêt, la ruche, le village habité, le village abandonné. Et rien qu'en ayant ce contexte, on sait potentiellement où il peut y avoir de l'interaction et ce qui peut arriver aux joueurs. Et là, vous allez comprendre le troll quantique. Si les joueurs, sur le lieu de l'attaque, décident d'aller dans la forêt, très bien, je vous l'ai dit, jeu du chat et à la souris avec les créatures, et s'ils vont encore plus loin, la ruche, potentiellement. S'ils font ça,
qu'ils arrivent dans la ruche. Après, il faut bien sortir. Donc là, ils ont retrouvé le marchand, ils ont découvert des patrouilleurs. Est-ce qu'ils les libèrent, que sais-je, peu importe en réalité. Enfin, peu importe. Parce que là, s'ils parlent aux patrouilleurs, les patrouilleurs dans la ruche peuvent leur dire qu'ils ont été trahis par un certain village. Et donc, lorsqu'ils sortent de la ruche et de la forêt, les patrouilleurs peuvent les guider jusqu'au village. Et à ce moment-là, lorsqu'ils vont dans le village, ils sont déjà au courant des manœuvres des villageois. Gardez bien ça en tête, parce que la manière dont ils vont dans ce village, s'ils ont trouvé les patrouilleurs, est différente, enfin vous allez voir, différente d'une autre possibilité, parce que là, ils ont la connaissance. Et d'ailleurs, je pense que c'est important parce que je veux quand même les récompenser d'être allés dans la forêt, d'avoir rencontré les créatures. S'ils ont survécu, je ne vais pas leur rajouter un risque supplémentaire. Je ne veux pas qu'ils risquent de se faire berner par les villageois. Donc s'ils sont allés jusque dans la ruche, les patrouilleurs vont les prévenir. Et comme ça, ils ne se feront pas berner par les villageois. Et là, advienne que pourra. On verra ce qu'ils font. Si toutefois les joueurs ne parlent pas aux patrouilleurs, ni même ne les libèrent, ils ne pourront pas apprendre qu'il existe un village peuplé de gens qui piègent les voyageurs et les amènent à des créatures. Ce n'est pas grave, ils vont pouvoir sortir de la forêt, après avoir été exposés à moult dangers horrifiques, et je ferai en sorte qu'ils rencontrent le village abandonné et qu'ils y voient des signes comme par exemple des chaînes, du sang, bref, quelque chose d'assez étrange qui les met en éveil. Et un peu plus loin, alors qu'ils poursuivent leur route, ils croiseront le village peuplé des habitants, qui chercheront à les piéger, mais peut-être que cette fois ils seront méfiants et ne se laisseront pas berner parce qu'ils auront croisé le village abandonné et les différents signes qu'ils ont pu y trouver. Par conséquent, ça veut dire que même s'ils ne parlent pas aux patrouilleurs, ils auront la possibilité de découvrir qu'il se trame quelque chose au niveau du village. Et ensuite, bien sûr, ils décident ce qu'ils veulent. Et s'ils ne passent pas par le village peuplé des habitants, qu'ils ne s'y arrêtent pas, qu'ils cherchent consciemment à l'éviter pour X ou Y raison, ce n'est pas grave parce qu'à ce stade de la séance, on sera déjà bien avancé, ils auront déjà été exposés à tous les éléments auxquels devait les exposer ce scénario. Maintenant, s'ils ne vont pas dans la forêt, et c'est exactement ce qu'ont décidé mes joueurs, ils ont dit non, on a un compagnon blessé, c'est trop flippant là-dedans, on n'y va pas. Tant pis, on continue notre route vers notre destination. Donc là, clairement, ils veulent, entre guillemets, fuir le scénario sans savoir qu'il y en avait un. Pas de problème, là le troll quantique intervient. Je décide qu'ils arrivent dans le village habité. D'accord ? À ce moment-là, en plus, ils ont quelqu'un de blessé. Quoi qu'il arrive, ils passent à côté, il fait nuit, ils peuvent avoir besoin de se nourrir, de boire, ils n'ont plus rien, les provisions, ils ont quelqu'un de blessé, ils s'arrêtent au village. Il y a eu quelques interactions, et bien sûr, que se passe-t-il au village ? Alors on les aide à soigner leurs compagnons, mais en plus on leur dit qu'un enfant a disparu dans le village d'à côté, on aide votre compagnon, pourriez-vous nous aider en retour ? Donc là, ils sont dans ce village-là, vous voyez, le village, quoi qu'il arrive, sera sur leur chemin, c'est une forme de troll quantique, il est là parce qu'il doit intervenir, mais ce n'est pas dans les mêmes conditions que si les joueurs étaient sortis de la forêt ou de la ruche après avoir vécu tous les autres événements. Parce que là, ils y vont sans connaissance de ce qui se passe. Bien évidemment, ils vont dans le village abandonné, et là sont, en l'occurrence, abandonnés, et les créatures des bois arrivent. Donc, la confrontation avec les créatures des bois, là aussi, a une forme de troll quantique, parce que le troll, c'est aussi les créatures. Les créatures, au lieu de les rencontrer dans la forêt, ils les rencontrent dans le village abandonné. Donc, c'est un troll quantique, mais l'environnement, lui, n'est pas quantique parce que ça se produit dans un environnement différent. Ils ne sont pas dans la forêt, ils sont dans un village abandonné. Ça a donné une scène de haute tension, ils se sont séparés, ils ont essayé d'aller voir les créatures parce qu'ils voulaient quand même les identifier, ils ne les avaient pas encore vues à ce stade pour voir à quoi elles ressemblaient. Ça leur a permis de découvrir certaines manœuvres des créatures, d'avoir de l'information, tout en ayant un moment de tension. Donc moi, dans les deux cas, je pouvais les confronter aux créatures. Finalement, ils ont réussi à s'en sortir. Ils ont décidé de partir. Pour moi, ils ont vu tout ce qu'il y avait à voir. Ils n'ont pas récupéré le marchand. Ils n'ont pas vu les patrouilleurs
Donc, les choses se sont passées complètement différemment. Pour autant, il y a eu du troll quantique. Ils ont décidé d'aller à Contrebois. Ils ont donné les informations qu'ils ont eues. Donc, sans avoir la missive ou le marchand pour les crédibiliser, ils se sont crédibilisés en donnant des informations sur les patrouilleurs dont ils avaient retrouvé la trace. Et plus tard, ils sont retournés dans le bosquet, dans la ruche, mais cette fois avec des renforts de Contrebois. Donc vous voyez, c'est une sorte de troll quantique. Je pense même qu'il y en a plusieurs dans cet exemple. À mon avis, le village est un troll quantique et les créatures sont aussi un troll quantique. Pour autant, ce troll quantique n'a pas d'impact, ne rend pas caduques les décisions des joueurs. Ça change complètement le contexte de l'histoire et ça fait en sorte qu'il demeure dans le périmètre du scénario que j'ai prévu pour eux à cet instant-là. Et moi, mes objectifs sont accomplis et ceux des joueurs aussi en fonction de leur choix. Voilà, j'espère que cet exemple aura clarifié un petit peu mon propos plus théorique. Vous voyez que le troll quantique, lorsque utilisé certes avec parcimonie, mais surtout avec jugement pour qu'il n'impacte pas les choix des joueurs, ou plutôt leur capacité à avoir des choix qui ont un impact, est un outil, à mon sens, extrêmement utile. Si vous voulez voir exactement ce qu'a donné cette partie, je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien vers les 2 vidéos de l'épisode concerné sur la chaîne Pilule Rouge. Donc c'est l'épisode 16 et 17 de ma campagne Les Enfants du Fleuve. Encore une fois, je vais vous mettre le lien, donc n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez voir le troll quantique en action. Si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a inspiré, n'oubliez pas le pouce bleu. Abandonnez-vous. Eh oui, lapsus. Non, n'abandonnez pas la chaîne. Abonnez-vous surtout. Pour ceux qui m'ont fait des réflexions, d'ailleurs c'est arrivé souvent sur le son, eh bien j'ai investi dans du matos, donc j'espère que ça a fait la différence, j'espère que ça améliorera votre plaisir d'écoute. J'en profite pour remercier Cortex qui m'a bien épaulé dans le choix de mon matériel et surtout qui a bien pris le temps d'écouter mes échantillons audio pour m'aider à faire mes réglages. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.